Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Arnaud Devoucou, je suis le président d'RSA. Tout d'abord, RSA, ses associés et l'ensemble de ses collaborateurs vous souhaitent, malgré ce contexte sanitaire, une excellente et belle année 2022. Nous sommes d'ailleurs heureux de vous faire partager notre optimisme par l'acquisition du cabinet YCC Audit et Conseil. Avec ce rapprochement, RSA renforce sa position dans l'audit légal et contractuel et développe ses lignes de service telles que la transaction, le rapprochement et la restructuration et l'évaluation. Et comme l'année dernière, que nous pensions exceptionnelle, notre traditionnel rendez-vous de début d'année se fait en visio, la deuxième année. Espérons la dernière, car il nous tarde de vous retrouver en présentiel. Cela va bien finir par arriver. Notre célèbre fiscaliste et vieil ami, Éric Quentin, que vous voyez, fondateur du cabinet Hoche Avocat, va vous présenter cette loi de finances. Une loi de finances de fin de mandature. Non, les droits de succession ne sont pas abaissés. Non, Éric, l'IFI n'est pas supprimé. Non plus. Non, l'IS n'est pas réduit de moitié. Plus sérieusement, c'est une loi de finances et sa rectificative relativement pauvre, mais il y a de la jurisprudence intéressante et bien sûr des règles fiscales spécifiques à la crise sanitaire. Mais tout le talent d'Éric, c'est qu'il va rendre cela intéressant. D'un point de vue pratique, vous avez un chat qui vous permet de poser des questions. Pierre Cassin, aux commandes, collectera ces questions et les transmettra à Éric à un certain moment, et Éric s'efforcera d'y répondre. Et bien sûr, dès la fin de cette réunion, nous vous ferons parvenir le support de présentation. Bonne réunion, bonne écoute. À toi de jouer, Éric. Merci Arnaud. Eh bien, écoutez, effectivement, je vous souhaite également une très belle année 2022, même si, comme tu l'as souligné, on aurait préféré qu'elle débute sous de meilleurs auspices. Mais bon, encore un peu de patience. Alors, comme Arnaud l'a indiqué, on n'est pas dans un très grand cru en ce qui concerne la loi de finances. Vous verrez, pas de réforme significative, encore des mesures marquées par la crise sanitaire, quelques réformes en matière de TVA et la transposition de directives communautaires. C'est pourquoi je m'attarderai plus dans une seconde partie sur l'actualité en matière de jurisprudence et de commentaires de l'administration fiscale, dans la mesure où l'année 2021, de ce point de vue-là, a été beaucoup plus riche. Alors, sans plus tarder, et après vous avoir annoncé ce plan, je commence par les mesures figurant dans la loi de finances pour 2022 et les deux lois de finances, enfin les trois même, lois de finances rectificatives qui se sont succédées au cours de l'année 2021. Et encore une fois, eh bien, des mesures sont totalement issues de la crise sanitaire économique qui s'en est suivie. La première mesure concerne l'amortissement du fonds commercial. Alors on sait, et alors là je suis entouré de spécialistes et j'espère que je vais ne pas dire de bêtises, on sait que d'un point de vue comptable, le fonds commercial acquis constitue une universalité et que sauf si certains éléments d'actifs incorporels font l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation distincte, il n'est pas possible d'amortir l'universalité d'un fonds commercial acquis, dans la mesure où la durée de vie de celui-ci est présumée illimitée. Toutefois, par dérogation, la réglementation comptable prévoit que lorsque il est probable que le fonds commercial a une durée d'utilisation limitée dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a une limite prévisible à son exploitation, par exemple dans les autorisations accordées pour une certaine durée, eh bien dans ces cas-là, le fonds commercial doit être obligatoirement amorti sur sa durée probable d'utilisation. Si la durée probable d'utilisation ne peut pas être déterminée avec une limite précise, eh bien, on peut amortir, enfin, on doit amortir sur une durée de 10 ans. En outre, et par mesure de simplification, l'article L123-16 du Code de commerce prévoit qu'en ce qui concerne les petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 12 millions et le total de bilan inférieur à 6 millions et qui emploient moins de 50 salariés, eh bien, sont autorisés à effectuer un amortissement de leur fonds commercial acquis sur une période de 10 ans, quand bien même ils n'auraient pas à se poser la question de savoir si leur fonds commercial a une durée probable d'utilisation limitée dans le temps.
Le Conseil d'État, dans un avis récent du 8 septembre, je crois, 2021, concernant la SARL pharmacie de Bracieux, a considéré que les dispositions comptables qui autorisent les petites entreprises à amortir leur fonds commercial étaient en contradiction avec les dispositions fiscales prévues à l'article 38 sexies 2 de l'annexe 3 au Code général des impôts. Et le Conseil d'État a en effet considéré que les dispositions fiscales ne permettaient l'amortissement d'un élément acquis au bilan, et donc un fonds commercial, que pour autant qu'il y ait une durée, une limite à l'utilisation dans le temps. Donc, on en était là. Et puis, la loi de finances pour 2022 vient modifier sensiblement la donne en prévoyant deux choses. Première chose, on consacre dans la loi fiscale, à l'article 39.1.2 du Code général des impôts, un principe de non-déductibilité des amortissements des fonds commerciaux acquis. C'est-à-dire que tout le courant jurisprudentiel qui nous disait qu'on pouvait amortir au plan fiscal le fonds commercial si sa durée prévisible d'exploitation était limitée dans le temps, eh bien, est balayé maintenant puisque la loi fiscale consacre un principe de non-déductibilité des amortissements des fonds commerciaux. Toutefois, à titre temporaire et dérogatoire, la loi de finances pour 2022 prévoit que seront admis en déduction les amortissements régulièrement comptabilisés en application de la réglementation comptable au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. L'exposé des motifs de la loi de finances nous indique que cette mesure est destinée à faciliter la reprise des fonds de commerce des entreprises qui ont subi des difficultés pendant la crise que nous continuons de traverser. Donc attention, c'est une mesure qui est encadrée dans le temps, ça ne vise que les fonds commerciaux acquis depuis le 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2025. Alors le coût budgétaire de cette mesure, tel qu'il figure dans les travaux parlementaires, fait frémir parce qu'on nous parle d'une mesure qui coûterait 5 milliards d'euros au budget de l'État, mais tout le monde s'accorde à penser que ce coût est largement surestimé. Alors attention, bien entendu, je vous rappelle que ça ne concerne que les amortissements qui doivent être comptabilisés en respect de la réglementation comptable. Donc les comptables et les fiscalistes devront nécessairement se coordonner sur ce sujet. Parallèlement, et afin d'éviter une double déduction fiscale, les provisions qui sont constituées à raison d'un fonds de commerce dont l'amortissement a été déduit au plan fiscal devront, comme cela est indiqué sur le slide, être rapportées au résultat imposable de chacun des exercices qui suit celui au titre duquel elles ont été déduites. Et ce, pour un montant égal à la différence entre l'amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n'avait pas été comptabilisée et l'amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l'exercice. Ça signifie quoi? Ça signifie que, en effet, à chaque clôture d'exercice, les entreprises doivent se poser la question de savoir si les éléments d'actifs figurent à leur bilan pour une valeur qui correspond à leur valeur actuelle. Or, si tel n'est pas le cas, c'est-à-dire que si la valeur d'inscription au bilan est supérieure à la valeur réelle des actifs, on doit passer une provision pour dépréciation. Concernant les fonds commerciaux, la dépréciation vient réduire la valeur amortissable du fonds commercial. Donc, ça suppose que lorsqu'on voudra bénéficier de l'amortissement fiscal du fonds commercial, en application de la loi de finances, eh bien, on devra passer par un compte d'amortissement dérogatoire pour permettre la déduction fiscale correspondante. Voilà, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair sur ces sujets, mais c'est une mesure qui peut concerner pas mal de monde en pratique. Non, mais tu as été très clair, mais le point général, c'est quand même ce grand principe de non-déductibilité des fonds commerciaux acquis. Voilà, alors attention, ça ne s'oppose pas au fait que si on doit comptabiliser à la clôture d'un exercice une provision, enfin une dépréciation du fonds commercial parce qu'il s'avère que la valeur bilancielle est inférieure à sa valeur réelle, et si on peut justifier que la perte est quasi définitive, eh bien cette provision au plan fiscal peut être déduite. Alors évidemment, si on a déduit les amortissements par ailleurs, comme je viens de la souligner, il y a un mécanisme d'élimination de la double déduction. Alors, deuxième mesure, elle est celle-ci beaucoup moins importante dans son ampleur. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux d'entre vous qui avaient déjà suivi l'actualité fiscale l'an passé, que la seconde loi de finances rectificative pour 2020 avait prévu, dans le cadre des mesures de soutien à l'économie, une déduction de plein droit des abandons de créances de loyers et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise non liée, c'est-à-dire qui n'appartient pas au même groupe économique, consentie entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020. Ça signifie que le bailleur, même tiers, n'avait pas à justifier de
l'acte normal de gestion pour lui d'abandonner sa créance de loyer envers son locataire, dès lors que son locataire connaissait des difficultés économiques, fermeture administrative ou autres, compte tenu du contexte pandémique. Symétriquement, bien évidemment, on a un produit imposable pour le locataire et une majoration à due concurrence de la limite de 1 million d'euros prévue pour l'imputation des déficits antérieurs, celle-ci pouvant être majorée du montant du produit résultant de l'abandon de créance de loyer. Ce dispositif avait, pandémie perdurant, été prorogé une première fois pour une période allant jusqu'au 30 juin 2021. La loi de finances rectificative pour 2021, publiée le 19 juillet, a prorogé une seconde fois jusqu'au 31 décembre 2021 ce dispositif. Alors peut-être que ce dispositif sera à nouveau prorogé, puisque malheureusement, avec les vagues Delta et Omicron, nous ne sommes pas encore totalement sortis d'affaire. Cette mesure crée donc une présomption de normalité des abandons de créances de loyer correspondants. Elle ne s'oppose pas pour autant, selon nous, à la déductibilité des abandons de créances de même nature qui seraient consentis entre des entreprises liées, c'est-à-dire appartenant à un même groupe économique, à partir du moment où ces abandons de créances relèvent d'une gestion commerciale normale et résultent d'un caractère commercial. C'est très fréquent dans les groupes, j'imagine que certains d'entre vous êtes concernés, où vous avez une foncière qui détient des actifs immobiliers, qu'elle donne en location à une autre société du groupe, donc elles sont liées, et l'autre société du groupe exploite l'immeuble dans le cadre d'une activité de restaurant, de discothèque, d'hôtel, de négoce de vêtements, que sais-je, activité très affectée, on le sait, par la crise sanitaire. Dans ces cas-là, rien ne s'oppose à ce que le bailleur abandonne la créance de loyer au profit de son locataire, mais bien évidemment, dans ces cas-là, on est dans le système de droit commun, il faut qu'on démontre que ça relève d'une gestion commerciale normale pour le bailleur. Alors, il y a eu énormément d'aides de cette nature au sein des groupes dans le courant de l'année 2021. On espère que dans le cadre des contrôles fiscaux qui viendront dans les prochaines années, l'administration fiscale fera preuve de mansuétude sur le sujet ou de discernement, diront certains. Et la fameuse appréciation entre le caractère commercial ou financier de l'abandon de créance, quoi. Alors, justement, le caractère commercial, pour nous, il nous semble acquis à partir du moment où le bailleur peut justifier que si il n'abandonne pas la créance de loyer pour un certain montant, son locataire, même fût-il appartenir au même groupe, risque de déposer le bilan d'être en procédure de sauvegarde, de conciliation ou autre, qu'in fine, il ne sera plus capable de payer les loyers futurs ou d'assumer d'aller jusqu'au terme du bail. Donc, il y a un intérêt quand même commercial, me semble-t-il. Alors, évidemment, c'est du cas par cas, ça dépend de la taille du groupe, ça dépend de la nature des activités, mais il me semble qu'on a du grain à moudre pour justifier d'un intérêt commercial dans un tel cas de figure. Autre mesure qui concerne cette fois-ci le dispositif de report en arrière des déficits ou carry-back. La première loi de finances rectificative pour 2021 a exceptionnellement autorisé les entreprises à imputer le premier déficit constaté au titre d'un exercice allant du 30 juin 2020 jusqu'au 30 juin 2021 sur le bénéfice non distribué ou pour lequel l'impôt n'a pas été payé au moyen de crédit d'impôt, déclaré au titre des 3 exercices précédents, en commençant par le plus récent et en allant jusqu'au plus ancien, c'est-à-dire en l'antépénultième exercice. Aucune limitation de montant n'a été applicable à ce dispositif qui s'appliquait tant pour les déficits individuels que pour les déficits d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré. Toutefois, l'option a pu s'exercer dans une fenêtre de tir relativement limitée, puisque la loi de finances a été publiée, la loi de finances rectificative a été publiée le 19 juillet, et il fallait exercer l'option valablement jusqu'au 30 septembre 2021, au moyen d'un imprimé ad hoc joint à la déclaration de carry-back 2039. Donc, malheureusement, il n'y a pas eu de prorogation pour la mise en œuvre de ce dispositif. Par ailleurs, la loi de finances pour 2022 a prévu que le bénéfice d'imputation en cas d'option pour le report en arrière des déficits devait être minoré non seulement des bénéfices ayant donné lieu à une distribution et des bénéfices ayant donné lieu à un paiement d'IS au moyen de crédit impôt, mais également des bénéfices ayant donné lieu à un paiement d'IS au moyen de réduction d'impôts, telles que notamment la réduction d'impôt mécénat. En fait, c'est une légalisation de la doctrine administrative qui figurait dans une décision de rescrit de 2020. Mais comme cette légalisation ne peut pas avoir de caractère rétroactif, elle ne s'appliquera qu'au report en arrière de déficit
constatés au titre d'exercice clos à compter du 31 décembre 2021 et pour lesquels on est à nouveau revenu dans le dispositif de droit commun, c'est-à-dire limite de 1 million d'euros, imputation sur le seul bénéfice de l'exercice précédent, etc., puisque le dispositif exceptionnel mis en œuvre par la première loi de finances rectificative ne trouve plus à s'appliquer. Dernière série de précisions, elles sont importantes ces précisions, puisqu'elles concernent le régime fiscal des aides, des nombreuses aides versées aux entreprises durant la crise sanitaire. En effet, l'administration fiscale avait, dans le cadre d'un BOFIP, je crois, publié le 30 décembre 2020, précisé que les aides instituées, enfin versées par le Fonds de solidarité n'étaient pas taxables. En d'autres termes, elles étaient exonérées d'impôts sur la société, d'impôts sur le revenu, ainsi que de toute contribution et cotisation sociale d'origine légale ou conventionnelle. Cette précision de l'administration fiscale a été légalisée là aussi par la première loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 qui a fixé un cadre précis pour le régime fiscal des aides versées durant la crise sanitaire. Donc sont exonérées d'IS notamment les aides versées par le Fonds de solidarité, c'est des montants en valeur absolue, ainsi que les aides à la reprise qui visent à soutenir les entreprises qui ont repris des fonds de commerce en 2020. Toutes les autres, donc ces aides, c'est-à-dire que les montants correspondants doivent être retranchés du bénéfice imposable des sociétés qui les ont perçus. Par contre, les autres aides, et notamment on pense aux aides dites coûts fixes, demeurent imposables dans les conditions de droit commun, dès lors qu'elles sont destinées en quelque sorte à compenser l'absence de produits d'exploitation et à couvrir, comme c'est indiqué, des charges fixes. Il devrait en être de même, selon nous, des aides dites loyers et charges locatives qui ont été instituées par un décret du 16 novembre 2021. Et vous savez sans doute que hier, je crois, le 6 janvier, oui c'est ça, le ministre de l'économie et des finances a annoncé de nouvelles aides en faveur des entreprises compte tenu des nouvelles vagues que nous traversons, et notamment une aide dite renfort coût fixe et une prorogation de l'aide coût fixe pour décembre et janvier pour certaines catégories d'entreprises, et enfin des aides spécifiques pour les établissements de la nuit, enfin les discothèques. Eh bien là aussi, on peut considérer que ces aides seront imposables dans les conditions de droit commun puisqu'elles se rapprochent dans leur esprit des aides coûts fixes EBE qui ont vu le jour dans le courant de l'année 2021. Voilà, je pense que Arnaud, en ce qui concerne la possibilité pour les entreprises de bénéficier de toutes ces aides, vous êtes habilité à les accompagner au day-to-day. Bien sûr, et n'hésitez pas. C'est un moyen de récupérer une partie des sommes versées par l'État, quoi. Voilà, sachant que il y a toujours, en ce qui concerne les prêts garantis par l'État, les PGE, on a eu des aides de prorogation, mais ça c'est encore autre chose. Il faudra bien les rembourser un jour normalement. En matière de TVA, cette fois-ci, la loi de finances prévoit diverses mesures qui sont d'un intérêt plus réduit, me semble-t-il. La première, qui est d'un intérêt pratique tout de même important, c'est que la Cour administrative d'appel de Nantes a rendu dans le courant de l'année 2021 une décision conforme à la directive communautaire, mais contraire à notre droit interne, selon laquelle, lorsqu'on a un acompte qui est perçu en matière de livraison de biens, eh bien, cet acompte doit donner lieu au paiement de la TVA. Alors que jusqu'à présent, en fait, on distinguait selon qu'on était en livraison de biens ou en prestation de service. En prestation de service, tous les acomptes donnent lieu à l'exigibilité de la TVA, alors qu'en livraison de biens, ce n'était pas le cas. La TVA est exigible au moment de la livraison de biens sur la totalité du prix. Eh bien, à compter du 1er janvier 2023, ce ne sera plus le cas. On devra soumettre les acomptes, même en cas de vente de biens, à la TVA. Corrélativement et bien évidemment, pour le client, eh bien, elle ouvrira droit à déduction plus tôt. Donc, ce qui est un inconvénient pour l'un est un avantage pour l'autre, afin de permettre aux entreprises et notamment aux plus petites d'entre elles d'adapter leur système d'information. Il a été reporté dans le temps l'application de cette mesure au 1er janvier 2023, comme je vous le disais à l'instant, et donc c'est pas une mesure d'application immédiate, mais à noter sur vos tablettes.
Pour ceux d'entre vous qui êtes concernés par le régime des opérations financières, donc notamment les établissements financiers, sachez que on a là également une mesure de conformité au droit communautaire qui est prévue dans la loi de finances et qui prévoit que dorénavant, en cas d'opération financière exonérée pour lesquelles il est possible d'opter pour l'assujettissement à la TVA, l'option pour la TVA ne se fera plus par catégorie d'opération financière, mais pourra s'effectuer opération par opération, là aussi pour mettre notre droit interne en conformité avec le droit européen à la suite d'une décision du Conseil d'État qui a sanctionné l'État français. Facturation électronique, je pense que c'est un sujet sur lequel vous êtes au point et que vous êtes accompagné sur ces sujets pour l'entrée en vigueur qui a été décalée dans le temps. Puisque on a un principe qui avait été fixé dans la précédente loi de finances de recours obligatoire à la facturation électronique et de e-evincing. L'ordonnance du 15 septembre 2021 qui a été ratifiée par la loi de finances pour 2022 fixe un calendrier en ce qui concerne l'entrée en vigueur de ces mesures. Donc pour la réception des factures électroniques, ça concernera l'ensemble des assujettis à compter du 1er janvier 2024. C'est quand même bientôt, 1er janvier 2024. Et pour l'émission des factures électroniques de manière obligatoire, eh bien pour les grandes entreprises, elles basculeront obligatoirement à compter du 1er juillet 2024, les ETI à compter du 1er janvier 2025 et les PME et les micro-entreprises à compter du 1er janvier 2026. C'est un énorme chantier, et effectivement, oui. on y travaille, mais ça bouscule énormément de procédures, de logiciels. Donc effectivement, le report était évident puisque même les grandes entreprises ne pouvaient pas être prêtes. Mais j'incite l'ensemble de nos interlocuteurs à être vigilants sur ce point-là parce que c'est un très gros chantier et qui est loin d'être terminé à aujourd'hui. Donc c'est pour ça, sans doute, je pense que le gouvernement est conscient que c'était un peu un calendrier un peu hardi et qu'il a eu une prorogation de 18 mois en fait. Alors, autre mesure plus d'intérêt plus réduit, je passe, c'est sur la possibilité d'appliquer un abattement de 10% sur l'assiette brute des retenues à source visées, notamment sur les redevances. Passe. De toute façon, comme on vous l'a dit, vous avez le support et si vous avez des questions sur ces points qu'on passe rapidement, vous n'hésiterez pas ensuite. Voilà, on a également une mise en conformité des retenues à la source avec le droit communautaire et des restitutions pour les entreprises déficitaires. Je passe également. Pareil, en ce qui concerne des précisions apportées concernant le régime des instruments hybrides, je profite de l'occasion pour vous dire que l'administration a commenté ce dispositif extrêmement complexe issu de la précédente loi de finances dans un BOFIP publié en fin d'année. On supprime également des dispositions fiscales qui ont été jugées inefficientes, qui étaient en fait désuètes, donc notamment des mécanismes d'exonération d'IS et d'impôts locaux pour la reprise d'entreprises industrielles en difficulté. Alors, je ne sais pas qui juge que les dispositifs sont inefficients. Non, mais depuis le PGE, il n'y a plus d'entreprises en difficulté, je te rappelle. C'est ça, mais seulement 16% des entreprises ont remboursé leur PGE. Alors, par contre, on crée un nouveau crédit d'impôt, enfin une nouvelle forme de crédit d'impôt recherche, pour tenir compte de la suppression l'an passé du doublement des dépenses de recherche effectuées au profit des organismes publics. En effet, cette mesure qui avait été adoptée dans la loi de finances pour 2021 a eu pour inconvénient de faire subir aux organismes publics une diminution drastique de leurs recettes, notamment dans le cas des partenariats avec les entreprises privées. Donc, afin de remettre un petit peu de financement dans les tuyaux, si je puis dire, on a créé ce crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative qui est destiné à favoriser les partenariats publics-privés et pour le financement des opérations de recherche. On devra conclure un contrat de collaboration entre l'entreprise et l'organisme
public, donc ça peut être une université, un organisme de recherche quel qu'il soit, et ce contrat de collaboration devra répondre à certaines conditions qui seront définies par le ministère de la Recherche dans les faits. Le taux du crédit d'impôt est fixé à 40% des dépenses facturées par les organismes publics, dans la limite de 6 millions d'euros par an, et ce taux sera porté à 50% pour les entreprises qui répondent à la définition communautaire de PME. Ça sera applicable pour les contrats de collaboration conclus à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, ça peut être une mesure intéressante, notamment pour les PME qui ne disposent pas de chercheurs, car ils n'ont pas nécessairement les moyens de recruter des chercheurs en nombre et qui peuvent aller chercher, si je puis dire, ces personnes qualifiées au sein d'organismes publics. Autre mesure, je passe rapidement, c'est la prorogation du crédit d'impôt innovation pour les dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2024, alors que ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2022. Et on a une adaptation également pour le mettre en conformité avec le droit communautaire. Toujours dans les mesures qui concernent la recherche et innovation, on allonge à 10 ans le statut de jeune entreprise innovante qui était auparavant limité aux entreprises créées depuis moins de 8 ans. Ce statut, donc vous avez les conditions qui vous sont rappelées à l'écran, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert. L'intérêt du statut de jeune entreprise innovante, c'est de bénéficier d'exonérations fiscales, mais également d'exonérations de cotisations sociales patronales, sachant que ces exonérations ne sont pas modifiées en ce qui concerne le social par l'allongement du statut de JEI, qui concerne essentiellement les allégements fiscaux. Toujours dans le florilège des mesures diverses, on transpose dans notre droit interne la directive dite DAC7, qui vise notamment, dans un premier volet, à mettre à la charge des opérateurs de plateformes numériques de nouvelles obligations pour permettre aux services fiscaux d'appréhender les recettes retirées de la vente ou de la fourniture de services à distance, et pour éviter que les recettes correspondantes ne soient déclarées nulle part, dès lors qu'évidemment il n'y a pas de présence physique des opérateurs dans les états de leurs consommateurs. Donc c'est pareil, là aussi je passe là-dessus, c'est une mesure destinée à lutter contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Et toujours dans cette optique, eh bien, il est prévu par la directive DAC7 qui est transposée dans notre droit interne avec une entrée en vigueur décalée au 1er janvier 2024, la possibilité pour les administrations fiscales de plusieurs États membres d'effectuer des contrôles fiscaux conjoints s'il leur apparaît qu'une entreprise implantée dans plusieurs pays ou à travers des filiales organise ou s'organise pour faire échapper des revenus à la taxation des bénéfices correspondants. Et donc, les administrations fiscales françaises et étrangères pourront coopérer et effectuer conjointement des contrôles de manière préétablie et coordonnée. Donc là aussi, c'est une nouveauté relativement importante dans le paysage. Oui, Arnaud? Non, je dis que c'est vraiment une première, ces contrôles conjoints. Hein. Ah oui. Jusqu'à présent, on était dans un échange d'informations, qui était un échange d'informations écrit, codifié. Mais effectivement, on constate que c'est un peu l'Interpol de l'administration fiscale. Quoi. Enfin, une autre mesure qui fait suite à une censure intervenue du Conseil constitutionnel, lequel avait considéré que l'amende fiscale de 50% pour défaut de facturation était contraire au principe de proportionnalité des peines et avait annulé cette sanction, mais en différant la prise d'effet de cette annulation au 1er janvier 2022 pour éviter un effet d'aubaine pour les entreprises fraudeuses, si je puis dire, et pour laisser le temps aux législateurs de mettre en place un nouveau dispositif de sanctions plus compatible avec le principe de proportionnalité des peines. Donc, ce nouveau régime de sanctions a été mis en œuvre par la loi de finances pour 2022 et il distingue selon que les prestations ou les ventes qui sont effectuées sans facture ont été comptabilisées ou non. Si la vente ou la prestation réalisée sans facture n'a pas été comptabilisée, l'amende s'élève à 50% du montant de la transaction. Évidemment, outre la réintégration du produit au résultat imposable, est plafonnée à 375 000 € par exercice.
Lorsque l'opération, en revanche, est comptabilisée, l'amende est plus douce puisqu'elle est réduite à 5%, plafonnée à 37 500 € par exercice. Cette mesure s'applique aux procédures de vérification et aux contentieux en cours dès lors que la sanction est plus douce que la précédente. Alors attention tout de même, lorsque le client du vendeur ou du prestataire est un professionnel, il est tenu à un devoir de vigilance, un petit peu comme en matière de relations entre les donneurs d'ordre et les sous-traitants, puisqu'il sera tenu solidairement au paiement de cette amende, s'il accepte de payer une prestation ou une vente sans facture. Donc, soyez vigilants sur ce point-là. Il faut toujours exiger des factures en bonne et due forme. Oui, surtout en bonne et due forme, hein, parce qu'une facture qui n'est pas en bonne et due forme, ce n'est pas une facture. Et voilà. Enfin, quelques petites mesures qui sont d'un intérêt là aussi plus réduit concernant les petites entreprises, et notamment la possibilité pour les entrepreneurs individuels d'opter pour leur assujettissement à l'IS comme pour une URL, et puis les aménagements apportés au dispositif d'exonération des plus-values de cession d'actifs réalisés par les petites entreprises où on a un relèvement des plafonds. Et c'est à peu près tout pour la loi de finances en ce qui concerne les entreprises. En matière d'impôt sur le revenu, c'est encore plus pauvre, si je puis dire. Non, mais comme je disais, en fait, si l'impôt n'a pas baissé. Hein. Non, ça se saurait. Pour les mesures, pour les réformes d'envergure, il faudra sans doute attendre les suites de l'élection présidentielle, hein, puisque vous savez que classiquement, après l'élection présidentielle, il y a la dissolution du Parlement, la réélection d'un nouveau Parlement, et puis une loi de finances rectificative, qui est la loi de finances de programme du nouveau président ou du président actuel s'il est réélu. Et c'est là où il y aura sans doute des réformes d'ampleur à attendre. Donc on aura sans doute en juillet prochain des réformes autrement plus significatives que celles qui figurent dans cette loi de finances de fin de mandature, comme tu l'as dit à juste titre Arnaud tout à l'heure. Et en impôt sur le revenu, très peu de choses aussi. On a un cadre juridique fiscal donc maintenant pour les gains de cession d'actifs numériques, et on a une prorogation de l'abattement fixe de 500 000 € pour les dirigeants qui partent en retraite et qui cèdent leur entreprise, compte tenu de la lenteur des délais aujourd'hui avec la crise pour permettre la réalisation de cette cession dans certaines situations. Voilà sur cette partie. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat. Je sais pas si Pierre ou Arnaud. Oui, Pierre, à ce stade, est-ce que tu as eu des questions? Éric, Arnaud, bonjour. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, Éric, bravo, ta présentation est claire. Tu peux continuer pour la deuxième partie. Alors, soit c'est clair, soit je n'ai pas réussi à réveiller tout le monde. Si, tu as réveillé tout le monde. Alors, un chapitre cette fois-ci plus long, consacré à l'actualité fiscale tant nationale qu'internationale, avec toujours des décisions qui sont particulièrement, qui peuvent s'avérer intéressantes dans la pratique et favorables aux entreprises. La première, notamment, mérite d'être signalée, puisque dans une décision Air Liquide du 15 novembre, le Conseil d'État a contrecarré la position de l'administration fiscale sur un sujet qui peut être important pour certaines entreprises qui détiennent des titres de participation dans des sociétés situées à l'étranger. En effet, il est fréquent. Certaines conventions fiscales, je pense à la convention fiscale franco-italienne, espagnole, suédoise, prévoient la possibilité pour l'état de résidence de la société dont les titres sont cédés, si on est dans le cas d'une participation substantielle, c'est-à-dire sur plus de 25% du capital de la société, donc prévoit la possibilité pour l'état de résidence de la société dont les titres sont cédés de taxer la plus-value réalisée par le cédant, qui, par hypothèse, est établi, lui, en France. Donc, on a une double imposition potentielle. En France, évidemment, à travers la quote-part de frais et charges afférente aux plus-values à long terme de cession de titres, et à l'étranger, si la convention fiscale prévoit cette possibilité. Qu'en est-il du sort de l'impôt acquitté à l'étranger? Celui-ci peut-il être imputé sur l'IS français dû sur la plus-value, si on est en présence d'une plus-value nette à long terme?
L'administration fiscale, dans sa doctrine, au paragraphe 180 et 190 du BOFIP correspondant, prévoit très clairement que dès lors que nous sommes face à une exonération des plus-values en France, selon elle, c'est-à-dire qu'on a des plus-values qui sont imposées au taux de 0%, la quote-part de frais et charges de 12% n'est pas destinée, selon l'administration, à taxer cette plus-value, mais à effacer les frais et charges correspondants pour éviter une double déduction. Donc, l'administration fiscale s'oppose à l'imputation de l'impôt étranger sur l'impôt français dû à raison de la plus-value. Par contre, elle admet seulement que l'impôt étranger peut venir en réduction de l'assiette de la quote-part de frais et charges de 12% à rapporter au résultat fiscal de la société cédante. Le Conseil d'État, saisi d'un recours pour excès de pouvoir de cette doctrine par la société Air Liquide, a annulé cette doctrine en considérant qu'elle est contraire à la loi et que l'intention du législateur, notamment lors du relèvement du montant de la quote-part de frais et charges sur les plus-values à long terme de cession de titres de participation, a été de faire de ce relèvement une mesure de rendement, de telle sorte que la quote-part de frais et charges pour le Conseil d'État traduit une imposition effective à un taux de l'ordre de 3%, aujourd'hui avec un IS à 25, de la plus-value à long terme de cession de titres. Le Conseil d'État en déduit fort logiquement que dans une telle hypothèse, eh bien là, une société française est fondée à imputer sur l'IS afférent à la plus-value l'impôt étranger qu'elle a éventuellement acquitté, dans la limite, bien sûr, de l'impôt afférent à la plus-value. Donc, c'est une solution particulièrement intéressante et les entreprises qui sont concernées et qui ont intérêt pourront éventuellement déposer une réclamation contentieuse pour obtenir la restitution de l'impôt payé à tort au cours des années précédentes, enfin des 2 exercices précédents, dans le cadre du délai normal de réclamation. Je voulais également vous parler de plusieurs décisions rendues en matière de crédit d'impôt recherche qui sont très intéressantes là aussi. Alors la première, elle va concerner surtout les organismes privés agréés qui contractent avec des donneurs d'ordre, lesquels leur commandent non pas des prestations de R&D, parce que lorsque le donneur d'ordre commande une prestation de R&D à un organisme privé agréé, seul le donneur d'ordre a droit de prendre la dépense correspondante dans l'assiette de son CIR, mais lorsque le donneur d'ordre et le prestataire privé agréé ont conclu un contrat de prestation de service, de prestation d'ingénierie classique, à l'occasion duquel le prestataire privé agréé réalise des opérations de R&D pour son bénéfice et pour son compte, qu'il est fondé à prendre dans l'assiette de son CIR. En effet, la Cour administrative d'appel de Versailles, dans plusieurs décisions rendues le 22 juillet 2019, avait posé ce principe. Le Conseil d'État a validé, si je puis dire, ou repris à son compte, c'est plus exact, les critères définis par la Cour administrative d'appel de Versailles et le raisonnement tenu par celle-ci, mais a toutefois supprimé le critère financier tenant à ce que le prestataire assume la charge financière des dépenses de recherche sans la répercuter intégralement au client. Donc, il s'est montré encore plus souple et libéral que la Cour de Versailles, puisque ça signifie que lorsqu'un prestataire privé agréé facture l'ensemble de ses dépenses à un donneur d'ordre, eh bien, il peut néanmoins prendre en compte ses dépenses dans l'assiette de son CIR si, sur ces dépenses, il a une partie pour lesquelles il peut justifier qu'il a effectué de la recherche. Donc, c'est une décision particulièrement favorable sur les contentieux en cours pour les acteurs du secteur de l'ESN. Deuxième mesure, elle concerne celle-ci beaucoup plus de monde. Elle concerne toutes les entreprises qui déposent des déclarations de crédit impôt recherche, puisque la notion de technicien de recherche n'est pas définie dans la loi fiscale. Alors, on sait que les dépenses de personnel représentent plus de 65% de l'assiette du crédit impôt recherche. Les dépenses de personnel, ce sont les chercheurs, les ingénieurs qui sont habilités à effectuer les opérations de recherche parce qu'ils ont les diplômes correspondants. Et puis, ce sont les techniciens de recherche. Et les techniciens de recherche, l'administration fiscale a toujours considéré que c'est pareil. Ces personnes, leur rémunération pouvait être prise en compte dans l'assiette du CIR à partir du moment où ils pouvaient justifier, de par leur fonction ou leur diplôme, qu'ils pouvaient effectuer des opérations de R&D. Donc, ça supposait qu'ils aient un certain backup en termes de qualification. Le Conseil d'État n'a pas retenu cette analyse. Et il nous indique que peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs, sans qu'il fasse obstacle la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique. En d'autres termes, et dit autrement, ça revient à consacrer la possibilité pour les entreprises
de prendre en compte dans l'assiette du CIR les rémunérations du personnel de soutien, qui n'est pas nécessairement du personnel qualifié, mais qui est indispensable pour la réalisation d'opérations ou d'opérations de R&D. Donc c'est une solution là aussi particulièrement libérale qui va totalement à l'encontre de la doctrine de l'administration fiscale. C'est relativement important hein, parce qu'on était souvent bloqué avec la notion de chercheur, docteur, autres diplômes très, très pompeux pour pouvoir prendre en compte ces dépenses. Hein. Oui, Là, oui, alors après, il ne faut pas abuser, hein, parce qu'il y a certaines entreprises qui abusent un peu. Quand on dit personnel de soutien, c'est vrai que, par exemple, ça peut être quelqu'un, une assistante ou un assistant qui va collaborer à des opérations de R&D sur une partie de son temps. Il ne faut pas non plus retenir la totalité du temps. Il faut être juste et pas abuser. Mais ça permet quand même d'élargir le spectre des personnels à prendre en compte dans l'assiette du CIR, bien entendu. Pas la femme de ménage, alors. Bah là, ça va être plus compliqué, mais bon. Alors, on a également une autre décision Publicis Group, cette fois-ci en matière de dépenses de veille technologique, qui se montre particulièrement libérale, puisque l'administration fiscale considérait que les dépenses de veille technologique, alors qui sont limitées à 60 000 € par an pour le CIR, ne pouvaient être que des dépenses externalisées. Dans l'affaire Publicis, le Conseil d'État a considéré que on pouvait tout à fait prendre en compte également des dépenses internes, notamment des dépenses de formation, à partir du moment, bien entendu, où les dépenses de personnel du personnel qui dispense la formation ne sont pas déjà prises en compte dans l'assiette des dépenses de personnel. C'est normal, on ne va pas les prendre deux fois. Et tu rappelles que c'est limité à 60 000. Hein. Oui, les dépenses de veille technologique sont limitées à 60 000 € par an pour la prise en compte dans l'assiette du CIR. Alors, on constate également que souvent, lorsque une entreprise n'a pas la qualité de PME communautaire et qu'elle ne peut pas se faire rembourser immédiatement sa créance de CIR, qu'elle doit attendre 3 ans pour se faire rembourser si elle n'a pas pu l'imputer sur l'IS auparavant, l'administration a tendance à se faire un peu tirer l'oreille pour rembourser rapidement les créances de CIR des entreprises. Sachez que le Conseil d'État, par une décision à Cofi Gestion, a jugé que lorsque l'administration fiscale ne remboursait pas à la fin d'un délai de 6 mois une créance de crédit impôt recherche, eh bien, le remboursement, lorsqu'il était obtenu après cette date, pouvait, après une décision de rejet explicite ou implicite, parce que le défaut de remboursement dans les 6 mois équivaut à un rejet implicite, pouvait être condamné à payer des intérêts moratoires à l'entreprise qui a déposé une demande de remboursement de crédit impôt recherche, dans la mesure où une demande de remboursement de crédit impôt recherche est instruite comme une réclamation contentieuse. Le Conseil d'État a adopté un raisonnement tout à fait analogue à celui qu'il a adopté en matière de demande de remboursement de crédit de TVA. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des demandes de remboursement de CIR qui traînent, n'hésitez pas à demander les intérêts moratoires à l'administration fiscale. Il n'y a pas de raison que ça soit l'entreprise qui supporte le prix du temps. Et enfin, et là je passerai un peu plus rapidement peut-être, c'est la fin de l'épisode ACE France sur les sous-traitances en cascade. La sous-traitance en cascade, c'est quoi? C'est lorsque vous avez un donneur d'ordre qui confie une opération de R&D à un prestataire privé agréé, lequel lui-même sous-traite à un prestataire privé non agréé qui appartient à son même groupe économique tout ou partie des dépenses qui lui ont été sous-traitées par le donneur d'ordre. Et dans ces cas-là, il y a un réel risque de prise en compte deux fois dans l'assiette du CIR, du donneur d'ordre et du sous-traitant de deuxième rang d'une même dépense de recherche. Il y a plusieurs montages frauduleux qui ont été mis à jour par l'administration fiscale qui s'était opposée sur le terrain de la loi fiscale à cette sous-traitance en cascade, mais le Conseil d'État pour la sous-traitance en cascade antérieure au 1er janvier 2020, puisque depuis on a interdit quasiment, eh bien avait considéré qu'il était tout à fait loisible aux entreprises de mettre en œuvre ces dispositifs sous réserve que l'administration puisse démontrer que ça participait à un montage frauduleux constitutif d'une fraude à la loi ou d'un abus de droit. Bien, dans l'affaire ACE France, en renvoi, la Cour administrative d'appel de Paris a effectivement fait droit à la substitution de base légale de l'administration fiscale qui avait considéré que le montage mis en œuvre par ce groupe de sociétés avait pour objet, en fait, de bénéficier d'avantages fiscaux contraires à l'intention du législateur.
Donc, je passe plus vite là-dessus. Quelques mots de rappel sur le dispositif de réévaluation libre des actifs qui était issu de la loi de finances pour 2021. Alors, je ne sais pas, Arnaud, si beaucoup de vos clients ont mis en œuvre ce dispositif dans le courant de l'année 2021. Pas énormément finalement. Dans certains domaines tels que l'hôtellerie ou un certain nombre, ça a pu être fait, mais on n'a pas eu énormément de cas finalement. Oui, mais c'est ça. Oui, c'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un grand succès à ce dispositif de réévaluation libre en franchise d'impôt qui était destiné à améliorer les capacités de financement des entreprises en permettant d'avoir une meilleure présentation de leurs capitaux propres, notamment, et de leurs comptes sociaux. Donc, cette réévaluation étant strictement encadrée, puisqu'elle devait être effectuée dans les dispositions prévues à l'article 123.18 du Code de commerce. Alors, au plan fiscal, on avait un mécanisme de sursis d'imposition très proche de celui du régime des fusions, avec un sursis d'imposition de l'écart de réévaluation sur biens non amortissables taxé au jour de la cession de l'actif et une réintégration des écarts de réévaluation sur les actifs amortissables sur 5 ans ou 15 ans pour les constructions. Alors, l'administration a commenté le dispositif dans un BOFIP du 9 juillet dernier, et elle a apporté plusieurs solutions favorables à des questions qu'on se posait. Notamment, elle a confirmé l'application du régime des plus-values à long terme aux cessions de titres de participation qui auraient fait l'objet d'une réévaluation. Parce qu'on avait peur que l'écart de réévaluation soit taxé dans les conditions de droit commun au taux plein. Et elle a également confirmé qu'en cas de comptabilisation de provisions pour amortissement dérogatoire afférentes aux biens réévalués au titre des exercices antérieurs à la réévaluation, eh bien, il n'était pas nécessaire de reprendre au plan fiscal la provision pour amortissement dérogatoire. Alors, je crois d'ailleurs que dans sa note de présentation des comptes annuels, l'ANC a indiqué qu'on n'avait même plus d'obligation comptable de reprendre la provision pour amortissement dérogatoire en cas de réévaluation libre. Et puis enfin, et ça ne figure pas dans le BOFIP, mais c'est une précision qu'a apportée l'administration à plusieurs cabinets. Elle a indiqué qu'en cas de fusion-absorption placée sous le régime fiscal de faveur des fusions de la société qui a procédé à une réévaluation libre, cette opération ne remet pas en cause le régime du sursis d'opération. Donc, pas mal d'assouplissements qui étaient attendus, mais c'est toujours bien d'en avoir la confirmation écrite de la part de l'administration fiscale. Sursis d'imposition. Alors, comme toujours, une actualité en matière d'opération de restructuration. Les fidèles d'entre vous se souviennent peut-être que j'avais évoqué il y a plusieurs années une décision CRS du Conseil d'État qui est sans doute une décision les plus importantes rendue par le Conseil d'État ces dernières années, et au terme de laquelle le Conseil d'État avait considéré que lorsque des apporteurs apporte des biens donc à une société et que l'apport a été délibérément minoré, effectué pour une valeur délibérément minorée, eh bien l'administration fiscale est fondée à rehausser la société, le résultat de la société bénéficiaire de l'apport sur le fondement de l'article 38.2 du Code général des impôts, à partir du moment où elle démontre 1. L'insuffisance de la valeur d'apport, et 2. le fait que cette insuffisance résulte d'une intention délibérée, celle-ci étant présumée entre parties liées. Ça trouve un écho important en matière de redressement dans tous les apports qui sont effectués au sein de groupes familiaux, notamment par des personnes du groupe familial à une société holding. Il y a énormément de redressement sur ce sujet. Alors, il y avait également beaucoup de redressement sur le sujet inverse, de CRS inversé. Ouais. Rappelons que dans ces cas-là, on est en valeur réelle, donc c'était ça le sujet. Tu as raison, on n'est pas dans les hypothèses d'apport effectués entre sociétés placées sous contrôle commun, où là, on a un cadre comptable qui prévoit que les apports doivent être effectués en valeur comptable. Tout à fait. Donc là, on est dans les apports qui doivent effectivement être effectués en valeur réelle. Alors, la question qui a été posée au Conseil d'État et à laquelle il a répondu le 20 octobre était d'une nature différente. C'était l'inverse, en fait. C'est dans l'hypothèse où des personnes physiques apportent des biens à une entreprise qu'ils contrôlent pour une valeur délibérément, cette fois-ci, majorée, il s'agissait de l'apport de l'usufruit de titre, eh bien, est-ce que l'administration fiscale est fondée à considérer que la société a consenti une libéralité à l'apporteur et qu'elle doit être taxée? Alors, l'apporteur taxé et la société également parce qu'elle a consenti une libéralité.
Eh bien là, le raisonnement suivi par le Conseil d'État est le suivant. Il n'y a pas de flux sortant de la société, il n'y a pas d'appauvrissement de celle-ci. Donc, il ne peut pas y avoir de rehaussement apporté aux résultats imposables de la société bénéficiaire de l'apport. Tout juste, l'administration fiscale pourra-t-elle s'opposer, si les biens apportés sont des biens amortissables, à la déduction du suramortissement, en quelque sorte. Mais, par contre, ça ne signifie pas pour autant que l'apporteur échappe à tout risque. En effet, l'administration fiscale, si elle arrive à démontrer que les autres co-apporteurs ou les autres actionnaires ont délibérément accepté que l'apport s'effectue pour une valeur majorée, ça signifie que certains apporteurs ont été favorisés par rapport à d'autres. Donc, elle pourra remettre en cause chez l'apporteur qui a bénéficié de cette opération l'opération sous l'angle des droits de mutation à titre gratuit, en considérant qu'il a bénéficié d'une donation déguisée ou indirecte de la part des autres co-apporteurs. Donc, d'une manière générale, il faut être très, très vigilant sur les opérations d'apport qui sont effectuées dans le cadre de restructuration au sein de groupes familiaux, parce qu'elles sont très surveillées par l'administration fiscale, ces opérations, et donc on se fait taper dessus si l'apport est délibérément minoré et si l'apport est délibérément majoré, cette fois-ci sous l'angle des donations indirectes. Voilà, ça me donne juste l'occasion de faire un point sur ce sujet qui donne lieu à de nombreux redressements. Et je rappelle que vous êtes souvent, vous avez souvent eu affaire à des commissaires aux apports dans ce cas-là, commissaires aux apports, un commissaire aux comptes, et ces commissaires aux apports, eux, s'assurent normalement que l'apport n'est pas sous-évalué. Donc on est dans un cadre un petit peu particulier puisque l'administration fiscale se repositionne non pas sur ce plan-là, mais sur le plan inverse. Ouais, de l'apport exactement. surévalué avec la problématique de la valorisation, quoi. Alors, c'est vrai que sur le deuxième point, tu as raison, Arnaud, de le souligner, l'apport surévalué devrait être plus rare parce que normalement, le rôle du commissaire aux apports, c'est bien de s'assurer que l'apport n'est pas surévalué. Sauf que la valorisation, notamment de titres, puisque c'est souvent sur les apports des titres que ces redressements sont effectués, n'est pas un art toujours très facile, surtout dans le contexte qu'on connaît depuis 2 ans, avec certaines valorisations qui font le yo-yo en fonction de la crise. Et l'administration, elle vient 3 ans après. Donc, elle refait le match, comme disait Sacomeno, et dit ah bah vous voyez, ça valait pas ce que vous avez indiqué, ce que ça valait lors de l'apport. D'où l'intérêt de toujours parfaitement documenter et d'avoir une documentation contemporaine à l'apport. Ouais. De toute façon, dans tous ces cas-là, on retombe toujours sur le même principe. C'est une documentation, des justificatifs, des éléments d'approche de valeur. Et dans ce cas, avec des dossiers comme ceux-là, on est quand même beaucoup plus confortable dans ce type de situation. Nous, on recommande quasi systématiquement, lorsque l'opération porte sur un montant conséquent, eh bien de faire un rapport indépendant d'expertise sur la valeur d'apport pour pouvoir le présenter. Merci Eric. Merci Eric. Merci, tu nous fais bosser, c'est bien. Merci. Ben non, mais je pense que c'est toujours mieux que d'avoir à lutter contre un redressement qui peut être très important et le plus souvent assorti de pénalités pour un manquement délibéré lorsqu'on est au sein d'un même groupe avec des intérêts liés. Donc, c'est tout. Et c'est vrai que c'est le redressement qu'on voit souvent, il faut le dire. Alors, autre décision, celle-ci, je passe un peu plus rapidement parce qu'elle est d'un intérêt plus réduit, dans la mesure où le Conseil d'État a rappelé que l'interdiction de déduire les moins-values de cession de titres reçus en rémunération d'une augmentation de capital réalisée moins de 2 ans avant la cession des titres ne concerne que les moins-values résultant d'augmentation de capital réalisée par émission de titres nouveaux et non pas par élévation du nominal, ce qui est littéralement ce qui est prévu par l'article 39 quater des sièges de bis du Code général des impôts. Un chapitre un peu plus intéressant concerne les transferts de déficit, puisque l'occasion m'est donnée de vous faire un petit point sur le sujet à travers plusieurs décisions, tant de jurisprudence que de rescrits, qui ont été publiées au cours de l'année 2021. Alors, pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où, depuis l'année dernière,
Beaucoup de groupes sont contraints de se restructurer compte tenu de la crise. Donc, il y a beaucoup d'opérations de réorganisation, de suppression de pôles, de réorganisation, de transfert d'actifs, d'opérations de fusion, d'apport partiel d'actifs. Et compte tenu des déficits qui ont pu naître depuis 2020 pour certaines activités, eh bien, on est confronté à beaucoup de demandes de transfert de déficits sur agrément, pour permettre à la société absorbante ou à la société bénéficiaire de récupérer, si je puis dire, les déficits de la société absorbée ou de la société apporteuse. Puisqu'en effet, en cas de fusion, si la société absorbée dispose de reports déficitaires à la date de la fusion, ceux-ci sont normalement perdus, avec deux exceptions. Si le montant des déficits est inférieur à 200 000 €, ils peuvent être, sous certaines conditions, transférés de plein droit à la société absorbante. Si le montant des déficits est supérieur à 200 000 €, ces déficits sont perdus, sauf si on sollicite auprès de l'administration fiscale un agrément en vue de permettre leur transfert à la société absorbante. Mais l'agrément est encadré précisément par la loi fiscale, et notamment il a été durci, enfin ses conditions d'obtention ont été durcies par la loi de finances rectificative pour 2012 qui avait suivi l'élection de François Hollande, puisqu'il est prévu que cet agrément peut être octroyé si l'opération est placée sous régime fiscal de faveur des fusions, si l'opération n'a pas un but principalement fiscal, si la société absorbante s'engage à maintenir pendant 3 ans l'activité de l'absorbé à l'origine des déficits, et si la société absorbée n'a pas changé d'activité pendant la période au cours de laquelle elle a subi ces déficits, cette période devant s'entendre de l'exercice de naissance des déficits jusqu'à la date de la fusion. Donc ça fait pas mal de conditions. Et c'était cette dernière condition qui était problématique dans l'affaire Alliance Négoce. Cette société était une société qui appartenait à un groupe coopératif et le pôle distribution de matériel agricole avait été réorganisé. Cette société avait supprimé des emplois et avait fait appel à d'autres sociétés du groupe pour réaliser son activité. Donc, elle avait externalisé en quelque sorte son activité. Elle avait également externalisé sa flotte de véhicules et elle avait vendu certains matériels dont elle n'avait plus besoin. Mais néanmoins, elle avait maintenu son chiffre d'affaires et son volume d'activité et elle était même revenue à des bénéfices sur lesquels elle avait pu imputer des déficits antérieurs. Et au moment de la fusion, il lui restait des déficits résiduels dont elle avait demandé le transfert auprès de l'administration fiscale par une demande d'agrément. L'administration avait refusé le transfert au motif, selon elle, que la société avait changé d'activité. Et là, le litige est allé jusqu'au Conseil d'État, puisque le TA et la Cour d'appel ont donné tort à la société. Et le Conseil d'État a totalement contrecarré les décisions prises par les juges du fond en considérant qu'on n'était pas face à un changement profond d'activité, mais face à une réorganisation de l'activité exploitée sous une autre forme qui était destinée à assurer le maintien du chiffre d'affaires à l'origine des déficits, de l'activité à l'origine des déficits, qu'on n'était pas dans le cadre d'un abus, puisque l'objectif de la mesure de la loi de finances rectificative pour 2012, c'était de lutter contre le marché de transfert des déficits, c'était un dispositif anti-abus, et que rien finalement, et il ne fallait pas confondre changement profond d'activité et réorganisation d'activité dès lors que celle-ci tend à maintenir l'activité à l'origine des déficits. Donc c'est une décision particulièrement pragmatique et qui va dans le bon sens parce que l'administration fiscale a tendance à considérer que toute réorganisation d'activité est un changement d'activité. Et on espère d'ailleurs que le Conseil d'État, lorsqu'il sera saisi du pourvoi en cassation contre la décision de la Cour administrative d'appel de Lyon du 4 février 2021, fera preuve du même pragmatisme, puisque dans l'affaire soumise au juge de Lyon, eh bien l'administration fiscale avait refusé de délivrer un agrément car la société absorbante, suivant la fusion, avait réduit l'effectif salarié qui lui avait été transmis par l'absorbé et avait fermé un des 3 sites de production transmis à l'occasion de la fusion. Et ceci alors même que la réorganisation tendait à sauvegarder l'activité. Donc c'est toujours l'écueil, c'est-à-dire que en matière de déficits fiscaux, faites très attention. Et nous, j'avais encore un call sur le sujet hier. Toute réorganisation d'activité peut entraîner la perte des déficits reportables. Donc il faut être très très vigilant, d'autant que l'administration fiscale a une vision, comme malheureusement assez restrictive sur le sujet. Alors, pour tempérer immédiatement ce que je viens de dire, on saluera tout de même une décision de rescrit publiée le 29 décembre dernier, au terme de laquelle l'administration a précisé que lorsqu'une société absorbante change d'activité à l'occasion d'une opération de fusion,
elle ne perd le droit au report de ces déficits que des déficits issus de son ancienne activité antérieure à la fusion. Par contre, elle conserve le droit d'imputer les déficits qui lui ont été transférés par la société absorbée de plein droit ou sur agrément du fait de l'opération de fusion. Cette solution apportée par l'administration fiscale est une mesure de tempérament par rapport à une décision qui a été rendue par la Cour administrative d'appel de Paris en 2020 dans l'affaire Camille. C'est un rescrit, ça? Oui, c'est un rescrit. Un rescrit qui allait jusqu'en CA, d'accord. Alors non, la Cour administrative d'appel a rendu une décision très sévère et le rescrit là, du 29 décembre 2021 a pour objet de tempérer la solution retenue par la Cour. D'accord. Alors, autre jurisprudence favorable, elle concerne cette fois-ci les sociétés holding animatrices. En effet, l'administration fiscale s'oppose systématiquement aux demandes de transfert de déficit en cas d'absorption de sociétés holding, qu'elles soient animatrices ou pas de leur groupe. En effet, elle se base sur l'article 209.2 du CGI qui prévoit que ne peuvent pas faire l'objet d'un transfert sur agrément les déficits qui proviennent de la gestion d'un patrimoine mobilier par des sociétés dont l'actif est principalement constitué de participations financières dans d'autres sociétés. Et l'administration fiscale, donc, elle n'introduit aucune distinction sur le degré d'implication des sociétés holding dans la gestion des filiales qu'elles détiennent. Donc, on est dans une situation où vous avez une holding qui, classiquement, détient des titres et rend des prestations de services à ses filiales. La Cour administrative d'appel de Paris a rendu 11 décisions le même jour, le 8 juin dernier, où elle a totalement pris le contre-pied de la position de l'administration fiscale et elle a considéré qu'il était possible de transférer le déficit provenant de l'activité de prestation de services aux filiales dans la mesure où c'est une activité commerciale distincte de la gestion d'un patrimoine mobilier et qui n'est pas accessoire à une telle gestion. Alors, au cours de la procédure, l'administration avait tenté de faire valoir que normalement, on ne devrait pas avoir de débat puisqu'on devrait refacturer aux filiales l'ensemble des coûts supportés par la holding et que l'activité de fourniture de services aux filiales n'aurait pas dû générer de déficit. Elle s'était déplacée sur le terrain des prix de transfert, en quelque sorte, l'administration fiscale. La Cour a rejeté cet argument sur deux fondements. Au fond, déjà, elle dit qu'il n'est pas nécessairement acquis que c'est une activité qui ne peut pas générer de déficit. Ça reste à démontrer. Et c'est vrai que, on ne va pas se mentir, lorsqu'une société emprunte pour acheter des titres, les intérêts d'emprunt qui génèrent un déficit reportable, sans nul doute, ce déficit ne serait pas transférable. Mais par contre, sur l'activité de fourniture de prestations de services aux filiales et d'animation, il me semble, pour ma part, que les dépenses d'actionnaires qui ne peuvent pas être refacturées aux filiales participent à l'animation du groupe et pourraient être constitutives d'un déficit transférable sur agrément. Donc, il y a une ventilation qui devrait être effectuée en pratique entre l'activité passive de holding, de gestion de participation, et l'activité d'animation du groupe, de fourniture de prestations et d'animation du groupe. Donc maintenant, on peut supposer que l'administration fiscale, quand elle sera en présence de telles demandes, eh bien, elle essaiera de séparer le bon grain de l'ivraie pour ventiler le déficit en fonction de la nature de l'activité et d'octroyer l'agrément pour la part qui correspond à l'activité commerciale de prestation de services aux filiales. On peut même aussi parler dans des cas particuliers d'abandon de créances à caractère commercial ou de choses comme ça aussi. Oui, tout à fait. Redevance de brevet, ouais. Or là, je passe très vite, c'est juste la consécration du fait qu'une opération de fusion ne peut pas rétroagir à l'ouverture, à une date antérieure à l'ouverture de l'exercice de la société absorbante, ou si la société absorbée n'a pas clos d'exercice au cours de l'année civile précédente, à une date antérieure au 1er janvier de l'année de réalisation de la fusion. Pas de nouveauté, c'est une consécration de la doctrine de l'administration fiscale. De la même façon, je passe assez vite sur cette décision de rescrit qui complète la doctrine de l'administration fiscale pour la possibilité d'intégrer dès le premier exercice une société qui n'était pas membre d'un groupe fiscal préexistant.
La solution rendue par la Cour administrative d'appel de Versailles dans l'affaire Direct Énergie, qui, sauf erreur de ma part, n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, est une solution de bon sens, mais parfois l'administration fiscale n'en est pas toujours pourvue. En effet, l'administration fiscale considérait que le plafond d'imputation des déficits était un plafond unique et non pas un plafond propre à chaque catégorie de déficit. Or, dans un groupe intégré, on le sait, on a plusieurs catégories de déficits différents. On a les déficits pré-intégration fiscale des sociétés intégrées qui vivent leur modalité d'imputation propre. On a les déficits d'ensemble du groupe. On a les déficits d'ensemble d'un ancien groupe imputable sur une base élargie. Et l'administration fiscale prétendait que pour l'appréciation du seuil de 1 million d'euros majoré de 50%, eh bien, ça devait constituer un plafond unique et non pas un plafond propre à chaque catégorie de déficit, déficit pré-intégration, déficit d'ensemble de l'ancien groupe, déficit d'ensemble du groupe nouveau, si je puis dire, ou du groupe élargi. Eh bien, la Cour administrative d'appel a fort logiquement renvoyé l'administration dans ces 15 mètres en considérant que si on était fondé à appliquer la règle de plafonnement d'imputation par catégorie de déficit, fort heureusement. Autre série de décisions, elle concerne le délai spécial de réclamation. C'est quelque chose qui n'est pas très connu des entreprises et des praticiens, mais ça mérite justement de faire un focus dessus. L'article R196.3 du des procédures fiscales nous dit que lorsqu'un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification, il dispose d'un délai de réclamation égal à celui dont dispose l'administration pour corriger des erreurs qui auraient pu être commises à son détriment par lui-même. Imaginons en effet que l'administration fiscale contrôle les années 2018 et 2019. Elle vous adresse une proposition de rectification le 30 décembre 2021. Vous rendez compte à cette occasion que sur 2018 et 2019, vous avez insuffisamment déclaré votre crédit d'impôt recherche. Je vais prendre l'année 2018. Vous avez insuffisamment déclaré votre crédit d'impôt recherche ou votre CICE, ou bien vous avez commis une erreur dans la détermination de votre résultat fiscal en votre défaveur, et l'administration fiscale ne l'a pas corrigé, parce qu'elle corrige que ce qui l'intéresse. Eh bien, vous pouvez déposer une réclamation contentieuse jusqu'au 31 décembre 2024, donc jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au temps de laquelle vous avez reçu la proposition de rectification, pour corriger cette erreur que vous avez commise à votre détriment. Ce qu'on appelle le délai spécial de réclamation, qui est en quelque sorte destiné à rétablir une égalité des armes entre l'administration fiscale et le contribuable. Dans l'affaire Accor, le Conseil d'État a considéré que le point de départ de ce délai courait à compter de la date de proposition de rectification et non pas à compter de la date de mise en recouvrement ou d'acte de procédure postérieure à la proposition de rectification. Dans l'affaire Vicat, la question qui s'est posée au Conseil d'État, c'est de savoir si ce délai de réclamation spéciale est ouvert au sein d'un groupe intégré à la société mère pour tous les résultats de ses filiales lorsque la société mère fait l'objet d'une procédure de rectification. Le Conseil d'État n'a pas retenu cette solution qui aurait été un effet d'aubaine pour les sociétés mères de groupes intégrés qui comportent plusieurs dizaines ou centaines de sociétés. Il a considéré dans une logique de tunnelisation que seule la société mère était autorisée à déposer une réclamation dans le cadre du délai spécial pour les impositions qui lui correspondent si elle fait l'objet d'une procédure de rectification ou de reprise, ou s'il y a une autre de ces sociétés du groupe qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification pour les besoins de la rectification du résultat individuel de cette société-là. Mais en aucun cas, on ne peut étendre cette possibilité aux résultats de sociétés qui n'ont pas fait l'objet de rectification, bien qu'elles appartiennent au même groupe fiscal et bien que la société mère soit la seule société payeuse d'impôts sur le résultat d'ensemble du groupe intégré. Alors, je passe peut-être sur l'autre décision, je vois que le temps passe, pour aller sur l'amendement Charras, que les spécialistes de l'intégration fiscale connaissent bien, puisqu'en effet, en matière d'amendement Charras, le Conseil d'État a rendu une solution qui élargit le spectre de l'amendement Charras, notamment dans les opérations de capital investissement, où on sait qu'il est assez fréquent, enfin, c'est pas fréquent, c'est consubstantiel à ces opérations, que les managers ou les dirigeants du groupe CD
investissent et réinvestissent aux côtés des investisseurs financiers dans la holding de reprise de la société cible. Et à cette occasion-là, bien entendu, un pacte d'actionnaires est conclu afin de fixer les droits de chacun et la gouvernance de la société holding de reprise. L'administration fiscale a tendance à considérer que dès lors qu'il y a une action de concert, ipso facto, il y a un contrôle de la société de reprise par les différents actionnaires qui seraient susceptibles de motiver l'application de l'amendement Charras. L'amendement Charras, pour mémoire, c'est un dispositif qui prévoit que la société mère d'un groupe fiscal doit rapporter au résultat d'ensemble du groupe une fraction des charges financières du groupe lorsqu'une société de ce groupe a acquis à titre onéreux les titres d'une société qui devient membre du groupe fiscal et que cette acquisition s'est effectuée auprès des personnes qui contrôlent la société cessionnaire, directement ou indirectement, ou auprès de sociétés que ces personnes contrôlent directement ou indirectement, la notion de contrôle indirect étant qualifiée selon les dispositions de l'article L233.3 du Code de commerce. Et le 3 de l'article 233.3 du Code de commerce définit l'action de concert et le contrôle conjoint dans les termes suivants. 2 ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en Assemblée générale. Il faut donc que l'administration fiscale détermine, pour que le Charras soit applicable, d'une part, l'exercice d'une action de concert. Généralement, l'existence d'un pacte d'actionnaires suffit. Puis, elle doit elle doit déterminer si les concertistes contrôlent conjointement la société holding en déterminant en fait les décisions prises en Assemblée générale. La Cour administrative d'appel de Nantes, dans une affaire financière des éparses qui était caractéristique d'une opération de LBO, c'était la reprise d'une société par les investisseurs financiers et les anciens managers, eh bien, avait considéré qu'il n'y avait pas de contrôle conjoint car un des concertistes, en l'occurrence l'investisseur financier, s'était opposé à 2 décisions prises en Assemblée générale. Mais c'était des décisions assez subalternes sur l'augmentation de capital réservé aux salariés et une suppression de droits préférentiels de souscription. Le Conseil d'État nous dit non, ce n'est pas ça qui permet de caractériser le contrôle conjoint. Ce qui permet de caractériser le contrôle conjoint, c'est le fait qu'aucune décision stratégique ne peut être prise sans l'accord de tous les concertistes et que les votes finalement de tous les concertistes sont alignés sur ces décisions stratégiques. Si l'un des concertistes appose son veto à une décision stratégique, alors là, oui, il n'y aura pas de contrôle conjoint. Alors, quelles sont les décisions stratégiques? Dans l'affaire financière des éparses, elles résultaient du pacte d'actionnaires et souvent, dans les opérations de LBO ou d'OBO, ce sont ces décisions-là. C'est la nomination des membres du comité de surveillance ou du conseil de surveillance, la nomination du président ou du personnel dirigeant et l'approbation des principales décisions d'investissement, notamment on pense à des opérations de build-up ou autres. Donc évidemment, ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, cette décision, puisque ça va élargir le spectre de l'amendement Charras et de l'application de ce dispositif à pas mal d'opérations. Malheureusement, si je puis dire, enfin heureusement si je puis dire, on a quand même une bonne nouvelle de la mauvaise nouvelle, c'est que cette décision pourrait se révéler favorable à certains contribuables sur le terrain de la déductibilité des intérêts d'emprunt dus à un actionnaire minoritaire. Parce qu'on sait que par combinaison des articles 39.1.3 et 212.1 du Code général des impôts, les intérêts qui sont dus à un actionnaire minoritaire ne peuvent être déduits par la société emprunteuse que dans la limite du taux fiscalement déductible, qui est de 1,17, je crois, pour les exercices de 12 mois clos le 31 décembre dernier. Alors que généralement, dans des opérations de capital investissement, les taux d'obligations convertibles, les taux d'intérêt sont plutôt de 5, 6, 7, 8, voire 9%. Donc bien au-delà du taux fiscalement déductible. Donc pour les intérêts servis à des actionnaires minoritaires, on est conduit à rapporter au résultat fiscal de la société emprunteuse la quasi-totalité en fait des intérêts en question. Dans l'affaire financière des Lilas 4, qui concernait la reprise des EGF par un certain nombre d'investisseurs financiers et par des sociétés du groupe General Electric, eh bien, l'administration fiscale avait réintégré donc la fraction des intérêts excédentaires servis aux actionnaires minoritaires. Mais pour déterminer si les actionnaires minoritaires contrôlaient en fait la société emprunteuse, la Cour administrative d'appel de Versailles a accepté d'examiner si le contrôle de fait pouvait se traduire par un contrôle conjoint des actionnaires minoritaires et majoritaires sur la société emprunteuse. Alors, au cas particulier, cette preuve n'a pas été apportée,
mais le fait même que la Cour ait accepté d'analyser la notion de contrôle de fait sous l'aune du contrôle conjoint prévu à l'article L233.3 du Code de commerce est intéressant parce que ça va pouvoir donner des perspectives de contentieux et de discussion dans bien des cas sur la déductibilité des intérêts d'emprunt servis aux actionnaires minoritaires lorsqu'ils peuvent effectivement être considérés comme agissant de concert et contrôlant conjointement la société emprunteuse avec les actionnaires majoritaires selon les stipulations des pactes d'actionnaires. Alors, comme le temps passe, je passe un petit peu plus vite. Je passe aussi un peu plus vite sur les points d'actualisation du travaux du BEPS. En revanche, bon, ça concerne peut-être pas énormément certains d'entre vous, mais je tiens quand même à vous dire que pour les groupes dont le chiffre d'affaires mondial consolidé est supérieur à 750 millions d'euros, les États membres de l'Union européenne se sont mis enfin d'accord sur le principe d'une déclaration publique pays par pays. On avait jusqu'à présent la déclaration publique fiscale, ce qu'on appelle le CBCR. À compter de 2024, les groupes concernés devront maintenant publier ces données sur leur site internet et les mettre à disposition du grand public. Il y a eu une adoption définitive du texte par le Parlement européen le 24 novembre 2021 et celui-ci a été publié au journal officiel de l'Union européenne le 1er décembre. Je passe un peu vite là-dessus. Je voulais en revanche m'attarder un peu plus, et c'est peut-être plus un sujet de culture générale pour certains d'entre vous, mais c'est quand même relativement intéressant. Puisque ça a fait couler énormément d'encre et de salive, et ça va en faire couler beaucoup dans les mois qui viennent, c'est la réforme du système fiscal international à travers pilier 1 et pilier 2. Vous en avez sans doute entendu parler, ça a fait les titres des journaux économiques à de nombreuses reprises ces derniers mois, et même d'ailleurs pas que des journaux économiques. Il y a eu un accord politique le 1er juillet 2021 sur le cadre inclusif de l'OCDE et de G20 sur l'érosion des bases d'imposition et le transfert des bénéfices et surtout sur la façon dont les pays de l'OCDE peuvent résoudre les défis posés par l'économie numérique et l'appréhension des bénéfices réalisés par les grandes entreprises du secteur de cette économie numérique, ce qu'on a appelé les GAFA. Et le 8 octobre dernier, 137 pays, enfin 137 juridictions se sont mises d'accord sur un cadre inclusif et sur la mise en œuvre dès le 1er janvier 2023, ce qui est quand même très volontariste comme calendrier, de cette réforme du système fiscal international qui a été appelée pilier 1 et pilier 2. Alors pilier 1 vise à répartir de manière plus équitable le droit pour les États d'imposer les bénéfices réalisés par les grandes entreprises multinationales les plus profitables. Pas seulement celles du secteur numérique, hein, même si c'est souvent elles qui sont concernées. Ça vise en fait à réattribuer une partie des profits réalisés par ces entreprises aux pays dans lesquels se situent les marchés où ces entreprises effectuent des ventes ou des prestations de services, là où se situent leurs consommateurs en quelque sorte. Alors, dans un premier temps, c'est modeste. Ça concerne seulement les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 20 milliards d'euros et dont la rentabilité excède 10%. 78 groupes sont concernés dans le monde, et vous identifiez à peu près lesquels notamment, et 25% des bénéfices au-delà du seuil de 10% de rentabilité seraient ainsi réattribués aux États concernés. La France serait évidemment un des États concernés. La somme dont on parle pour être réattribuée, c'est quand même 125 milliards de dollars. Hein, c'est pas négligeable. Donc une convention multilatérale doit être adoptée en 2022 par les 137 juridictions auxquelles on ajoutera Chypre pour une mise en œuvre effective à compter de 2023. Mais le sujet qui est sans doute le plus important, c'est le deuxième, c'est pilier 2. Puisque là, l'accord inclusif prévoit l'introduction à compter de 2023 d'un impôt minimum sur les bénéfices dont le taux a été fixé par les États à 15% pour les entreprises dont le chiffre d'affaires excède 750 millions d'euros. Et là, ça concerne 1720 groupes dans le monde, dont quand même sans doute plusieurs dizaines en France. Les règles modèles ont été publiées le 20 décembre par l'OCDE, c'est ce qu'on appelait les règles GLOBE, et la Commission européenne a présenté dès le 22 décembre une proposition de directive pour transposer pilier 2 au sein de l'Union européenne avec un objectif
d'adopter cette directive sous la présidence française, donc avant le 30 juin prochain. Et les phases de concertation démarrent là, la semaine prochaine entre les différentes représentants de l'OCDE et de la Commission avec les grandes entreprises internationales. Donc, vous voyez, c'est un calendrier extrêmement volontariste et ça fonctionnerait comment? Eh bien, ça fonctionnerait selon 5 étapes. Déjà, on va devoir identifier les grandes entreprises multinationales qui entrent dans le champ d'application de Globe, et donc notamment celles situées en France. En sont exclues les entités publiques, les organisations à but non lucratif, les fonds de pension, les fonds d'investissement, l'industrie minière et le transport maritime international. Donc CMA, CGM échappent à cette règle. Échappent aussi les institutions financières. On pourrait mettre en œuvre, enfin les États pourraient mettre en œuvre des règles de minimis, de telle sorte que certaines entreprises multinationales qui exercent des activités qui génèrent pas beaucoup de chiffre d'affaires et pas beaucoup de bénéfices pourraient être exemptées de l'application de ces règles dans certaines juridictions. Les seuils de minimis, c'est 10 millions de chiffre d'affaires et 1 million de bénéfices. Deuxièmement, on va déterminer le résultat globe de chaque entité dans chaque juridiction. Donc, chaque groupe devra se poser la question de savoir si dans chaque pays, toutes les sociétés du groupe payent bien un impôt supérieur à 15%. Enfin, payent bien, doivent bien un impôt supérieur à 15%. Ce résultat globe sera déterminé non pas à partir des comptes statutaires, mais à partir des états financiers consolidés établis selon les normes IFRS, après certains retraitements de nature purement fiscale. Dans un troisième temps, on va devoir déterminer les impôts attribuables aux bénéfices de chaque entité concernée. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte tous les impôts sur les bénéfices, ou ceux qui sont assis sur un agrégat proche du compte de résultat, tel que la CVAE en France, y compris les bénéfices distribués si la distribution intervient dans les 5 ans suivant la réalisation des bénéfices. Pour les crédits d'impôt, ils viendront en déduction de l'IS. Toutefois, les crédits d'impôt qui constituent en réalité des subventions, on pense au crédit d'impôt recherche en France, eh bien, ne viendront pas en déduction de l'IS, mais seront considérés comme des produits rentrant dans le résultat globe. À l'instar, d'ailleurs, du traitement en compte consolidé où le CIR est généralement considéré comme une subvention. Enfin, quatrième étape, on va calculer un taux effectif d'imposition pour toutes les entités situées dans une même juridiction, c'est-à-dire dans un même pays, et on va déterminer l'impôt complémentaire qui en résulte. C'est-à-dire que si dans un pays, une entité paye un impôt dont un TUI inférieur à 15 points, eh ben, elle devra payer le différentiel. Alors quand on dit elle devra payer, c'est en fait normalement sa société mère qui devra payer ce différentiel. Ce qui est anticipé à l'état de la filiale, quoi, à l'état où est implantée la filiale. Ouais. La société mère devrait payer. Après, il y a un phénomène de redistribution. Tu payes dans l'état d'implantation de la mère. Parce que tu considères en fait que quelque part, l'état d'implantation de la mère, il est lésé par le fait que la mère, elle a organisé son activité pour payer des impôts à des taux faibles dans certains pays. Oui, mais c'est normalement ces pays-là qui devraient bénéficier de cet impôt, non? De cet impôt complémentaire. Non, parce que souvent, ces pays-là, ils ont fait le choix de mettre en place des taux très faibles pour attirer des entreprises. Voilà. C'est pour chasser un peu les paradis fiscaux. Et le 15%, c'est pour s'aligner avec l'Irlande ou quoi? Non, là, c'est un consensus politique. Ils ont retenu un taux de 15, mais c'est pas nécessairement l'Irlande qui l'a emporté. Je pense que il fallait, en fait, comme il y a un certain nombre de pays qui ont appliqué des taux d'impôt assez faibles, je pense qu'il fallait obtenir un consensus politique et c'est le taux sur lequel tout le monde s'est mis d'accord. Parce que mettre d'accord 138 pays, 137 pays, c'est pas évident. Et 15%, ça inclurait par exemple les impôts tels que la CVAE, des choses comme ça. D'accord. Alors ça, le rendement complémentaire de cette mesure, c'est quand même 150 milliards de dollars, hein, selon les estimations de l'OCDE. Sur la première base, c'est-à-dire les entreprises supérieures à 20 milliards ou... Non, alors là, sur pilier 2. La première base est redistributive, 125 milliards. La seconde base, pilier 2, c'est 150 milliards. D'accord. Donc, c'est quand même pas négligeable. Hein. Et ça concerne quand même rapidement un paquet de groupes, hein, puisqu'on est, tu disais, à 750 millions. Hein. Ouais. Eh ben oui, parce qu'il y a des groupes qui vont devoir se poser la question de savoir si dans certaines juridictions, elles ne payent pas un impôt, enfin, elles n'ont pas un taux effectif d'imposition inférieur à 15%. Bah, clairement. Donc, elles vont devoir faire les calculs.
Clairement, dans notre auditoire, il y a des gens concernés, c'est clair. Ah bah, les directeurs fiscaux qui suivent ça à travers la FEP ou un certain nombre de, ils sont effrayés parce que ça va être extrêmement complexe à mettre en œuvre dans un délai très restreint puisque c'est pour une mise en œuvre effective au 1er janvier 2023 puisqu'il y a eu une volonté politique que ça vienne rapidement. Et alors la cinquième étape est très compliquée parce que l'attribution de l'impôt complémentaire entre les États membres, elle s'effectuerait en fonction d'une règle d'inclusion des revenus qui répond au doux acronyme de RDIR. Mais si l'État membre de résidence de la mère n'applique pas cette règle, eh bien les États de second niveau pourront appliquer une règle supplétive qui constitue un filet de sécurité, qui est la règle relative aux paiements insuffisamment imposés et qui consiste en fait à refuser la déduction des paiements intragroupes s'ils ont pour effet d'éroder la base d'imposition des filiales. Ça, c'est pour éviter les situations où tu as des royalties ou des paiements intra-groupes qui ont pour objet de remonter du profit dans des États où les taux d'impôt sont inférieurs à 15%. La France a été très moteur hein, dans cette réforme. Oui, la France a été très moteur. Alors maintenant, de manière surprenante d'ailleurs, les États-Unis aussi. Sur pilier 2, je pense que les États-Unis sont alignés. C'est sur pilier 1 où ça pose un problème parce que je crois qu'il faut un vote des républicains parce que ça signifie que certaines entreprises américaines se priveront, enfin, le Trésor américain se privera de revenus au bénéfice d'autres pays. Mais finalement, les Américains dont on pensait qu'ils s'opposeraient à ces règles, bon, je dirais pas qu'ils aient été moteurs, mais ils ont signé car ils ont constaté qu'eux aussi étaient perdants et que finalement tout le monde était perdant de l'évasion fiscale internationale et que souvent les gagnants c'était des États, des États confettis qui percevaient des recettes fiscales très disproportionnées par rapport à leurs besoins. Ouais. Alors ça, c'est quand même extrêmement novateur. Hein. Ouais, ça va bouleverser pas mal de choses, alors que pour les très grands groupes, hein, entendons-nous, et on verra si après les seuils de ça va venir vite sur les petits groupes. Hein. Après, ce qu'on peut regretter, c'est que c'est quand même d'une complexité assez effrayante parce que il va falloir que les fiscalistes et les consolideurs travaillent main dans la main parce que la détermination du résultat de chaque entité dans chaque juridiction à partir des résultats consolidés, elle n'est pas évidente dans la mesure où c'est pas vous devez l'apprendre. Les comptes consolidés, ils reflètent pas nécessairement les résultats d'une entité spécifique. Eric, toi, je sais que tu as trop de travail, mais pour les consolideurs, c'est une excellente nouvelle. Ah oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, certaines mauvaises langues disent que ces règles-là, elles ont été extrêmement poussées au sein de l'OCDE par les Big Four, qui voient un nid à mission considérable. Encore eux. Alors, autre proposition de directive intéressante, enfin, si je puis dire, on voit que la Commission européenne a beaucoup travaillé en cette fin d'année. La Commission européenne a publié sur le site Europa le 22 décembre dernier une proposition de directive destinée à mettre fin à l'utilisation abusive des sociétés écrans au sein de l'Union européenne. Alors rassurez-vous, une autre proposition est en préparation pour mettre fin à l'utilisation abusive d'entités écrans à des fins fiscales au sein de pays tiers à l'Union européenne. Alors, serait qualifiée d'entité écran une entité dont plus de 75% des revenus sont passifs, dividendes, royalties, intérêts, dont les transactions sont majoritairement transfrontières, dont la gestion est externalisée, ce qui signifie que ça concerne beaucoup de sociétés, holding ou de sociétés qui perçoivent des revenus de licence ou autres, pour lesquels il n'y a pas de personnel, pas de locaux, et où la gestion est confiée à un fiduciaire ou à un cabinet. Donc ces entités devraient subir un test de substance économique pour savoir si elles disposent de locaux, de personnel, si elles ont bien un compte bancaire au sein de l'Union européenne. Il appartiendra aux États membres, dans la traduction dans leur droit interne, de définir quels sont ces critères. Une clause de sauvegarde pourra être mise en œuvre si aucun avantage fiscal n'est retiré de l'absence de substance. Donc, il faudra démontrer que l'absence de substance n'était pas la recherche d'un avantage fiscal. Qu'est-ce qui se passe si la société écran ne passe pas ce test de substance et qu'elle est qualifiée de société écran à des fins fiscales?
bien, ça signifie qu'on lui refusera le bénéfice des exonérations de retenue à la source sur les intérêts, sur les dividendes, sur les redevances prévues par les directives, qu'on lui refusera les avantages conventionnels et que l'État membre de résidence de cette entité pourra lui refuser de délivrer un certificat de résidence fiscale ou lui délivrer un certificat de résidence fiscale qui mentionnera qu'elle n'ouvre pas droit aux avantages conventionnels et de la directive, ce qui est guère mieux. Parallèlement, il y a également un dispositif d'échange d'informations qui est prévu par la directive, dont il est prévu qu'elle entre en vigueur dans le droit des États membres au 1er janvier 2024. Donc c'est bientôt. Ça aussi, ça va secouer pas mal les choses, parce qu'il est très fréquent dans des groupes de sociétés ou dans une organisation patrimoniale d'avoir des sociétés holding ou des sociétés qui perçoivent des revenus passifs, qui n'ont pas de personnel, n'ont pas de locaux, etc. Et donc là, si on leur refuse le bénéfice des exonérations de retenue à la source, etc., bah, ça va taper dur. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui risque de pas mal changer la donne dans la réorganisation des groupes de sociétés ou dans la réorganisation des patrimoines pour les personnes physiques à fort qui ont une implantation mondiale. Ouais, ça rajoute un problème à la gestion des holdings et à toutes les difficultés fiscales qui sont liées aux holdings. Ouais, exactement. Eric, il est 10 heures. Oui, alors attends, du coup, je vais passer sur les jurisprudences en matière. Je voulais juste appeler votre attention sur le fait que dans le courant de l'année 2021, le Conseil d'État fait sensation en rendant plusieurs décisions particulièrement défavorables au management package dans les opérations de capital investissement. Je passe sur ces décisions, mais grosso modo, ce qu'il faut en retenir, c'est que le Conseil d'État a entendu considérer que dès lors que le management package est en relation avec des fonctions dirigeantes ou salariées au sein du groupe, eh bien, le gain tiré de l'exercice ou de la cession des BSA, par exemple, eh bien, doit être taxé dans la catégorie des traitements et salaires, ce qui signifie que ça met à risque la plupart des opérations de LBO. Donc, on espérait une solution législative dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Des amendements avaient été déposés en ce sens afin d'apporter une sécurité juridique à ces opérations, au moins pour l'avenir. Malheureusement, pour des raisons politiques qui peuvent être aisément comprises, ça n'a pas pu être mis en place dans le cadre de la loi de finances, mais selon certaines sources, ça pourrait l'être dans le cadre d'une loi de finances rectificative qui suivrait l'élection présidentielle si toutefois, évidemment, le président actuel est réélu. Si c'est quelqu'un d'autre, je ne sais pas ce qu'il adviendra de ces mécanismes-là, on le verra. Donc, on est pour l'instant un petit peu en l'air sur ces management packages, il ne faut pas se le cacher, et qu'on est à la merci de redressement de la part de l'administration fiscale. Donc, je passe juste sur les derniers slides. À ce moment-là, rapidement, Arnaud, je suis désolé, j'ai dépassé le temps qui m'était imparti pour vous rappeler juste qu'il y a 2 décisions en matière de CVAE qui sont importantes, les décisions Classe France et Rico France, sur lesquelles vous pourrez revenir, qui rappellent simplement que pour la détermination de la valeur ajoutée des entreprises pour les besoins de la CVAE, de la cotisation sur la valeur ajoutée, souvent, on se réfère aux éléments comptables. Et le Conseil d'État a rappelé dans ces 2 décisions que les éléments comptables doivent être pris en compte, pour autant qu'une norme comptable impérative qui s'impose donc aux entreprises prévoit un mode de comptabilisation X, Y ou Z. En l'absence de normes comptables impératives, la fiscalité retrouve ses droits et on va devoir déterminer si ces sommes entrent ou pas dans la valeur ajoutée parce que il est logique qu'elles y figurent ou pas. Et dans l'affaire Rico France, le Conseil d'État a rappelé que les normes comptables dont il est question, ce sont les normes comptables applicables à l'établissement des comptes individuels, donc aux dispositions du plan comptable général, et non pas les normes applicables à l'établissement des comptes consolidés. Voilà, j'essaye d'être synthétique et je suis sans doute un peu trop rapide sur le sujet. Vous me pardonnerez par avance. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette actualité de la loi de finances. Et tu finis sur les états noirs et les états gris, c'est ça?
Oui, oui, en annexe, vous avez la liste des États et territoires non coopératifs, hein. C'est une notion qui ne se confond pas avec la notion de paradis fiscal. C'est la liste des États qui ne jouent pas la règle du jeu en matière de transparence, c'est-à-dire qu'ils ne fournissent pas suffisamment d'informations aux autres États membres sur, par exemple, les comptes bancaires dont pourraient disposer les personnes physiques ou personnes morales sur ces territoires. Alors, territoires qui, pour une large part, sont encore d'ailleurs interdits en termes de voyage ou autre, mais qui font plus penser à des destinations exotiques qu'autre chose. Ouais. Après le Covid, c'est des destinations sympas. Voilà. Écoute, est-ce que Pierre, y a-t-il des questions ou encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour le moment, il n'y en a pas. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, Eric a été d'une clarté parfaite. Écoutez, on a pratiquement respecté l'horaire. J'ai été obligé un peu d'accélérer sur la fin, je suis désolé. Oui, encore une fois, hein, je répète, mais on va vous transmettre le support de présentation. Et si vous avez des questions spécifiques sur des points qui n'ont pas été traités dans le délai de notre réunion, n'hésitez pas. Il me reste à vous remercier de l'écoute que vous avez pu avoir, à vous remercier de la confiance que vous nous octroyez. Et je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Arnaud, merci à tout le monde. Et puis, ce qu'on espère, c'est que ça ne sera pas 203 et que l'année prochaine, on pourra… en présentiel, en présentiel. Hein? En présentiel pour prendre le café ensemble. Eh ben oui, j'espère bien. On a à tous très mérité bientôt. Maintenant. À très bientôt. Merci encore, Eric. Bonne année à et tous. À très bientôt à tous. Bonne année encore. Au revoir.